Un nouvel épisode de la saga des 24 heures du Mans. On va tourner une nouvelle page du livre d'or de cette course mythique sur les épreuves automobiles. Et après le millésime 1993, eh bien nous vous proposons aujourd'hui de nous attarder sur la 62e édition du millésime 1994, donc, où vous le voyez, le public et les fans anglais étaient venus en nombre et le soleil régnait en maître, ce qui donnait quelques chaleurs à certains et certaines. Les officiels, ici M. Pasqua, qui déambulait sur la grille de départ. Et justement, cette grille, elle était constituée en pole position de la Courage d'Henri Pescarolo et de la Porsche Kremer de Derek Bell. Et vous voyez l'écart très minime entre ces deux voitures, puisque seulement 7 dixièmes séparent les deux concurrentes directes. Et bien évidemment, la Courage fait office de favori pour cette course en fonction de la pole position réalisée. Mais bien évidemment, les adversaires seront nombreux, notamment les Porsche, mais aussi les Toyota qui reviennent après l'échec de l'année passée. Puisqu'en 93, je vous le rappelle, peut-être l'avez-vous suivi sur notre antenne, nous avions assisté à un triplé des Peugeot 905 pour leur dernière apparition en endurance. Et sur cette première ligne de la grille de départ, eh bien, on va retrouver Henri Pescarolo et Derek Bell, donc dans chacune des deux voitures. Et ces deux pilotes eh bien, totalisent à eux deux pratiquement 10 succès, puisque Henri Pescarolo s'est imposé par 4 fois sur la piste du Mans. Derek Bell, lui, compte 5 victoires. Donc autant dire que ce sont des pilotes d'expérience qui prendront le départ de cette 62e édition des 24 heures du Mans. Et puis on assiste aussi à un retour pour le moins étonnant, puisque vous avez vu en bas de l'écran la Dodge Viper. Plus exactement, c'est une nouvelle venue sur cette épreuve mancelle, les Dodge Viper, qui par la suite animeront la catégorie GT avec succès, alors qu'ici on voit l'équipage Toyota avec notamment Yannick Dalmas qui a gagné l'édition précédente. Et voici donc la Dodge Viper de René Arnoux. Et ici Derek Bell qui est au volant de la Porsche Kremer, une Porsche, vous le voyez, ouverte et non pas fermée. Et regardez également ici une voiture tout à fait intéressante, puisque c'est le retour de Bugatti aux 24 heures du Mans. Bugatti qui revient après 55 ans d'absence sur le circuit sartois. Et elle sera pilotée, cette Bugatti, par Jean-Christophe Bouillon, Eric Hellary, vainqueur ici en 93, et Alexandre Cudini. Donc autant dire qu'on attend beaucoup également de cette Bugatti, alors que là, les derniers préparatifs sont exécutés. Et voici le drapeau vert. Le Pescar donc va boucler le tour de lancement et ensuite eh bien, lâcher les 48 voitures qui étaient présentes sur la grille de départ de cette 62e édition des 24 heures du Mans. Nous sommes ici au volant d'une autre GT qui impressionne, c'est la Honda NSX. Honda qui revient également et qui s'intéresse à l'endurance et donc qui est très présent sur cette édition 1994 des 24 heures du Mans avec pas moins de 3 voitures. Voilà, c'est fait, le Pescar s'est écarté et tout de suite, eh bien, c'est Derek Bell qui prend le meilleur départ devant Alain Ferté. Derek Bell qui donc s'impose dans ce premier tour, mais attention, bien évidemment, en endurance, il faut tenir, et il faut tenir pendant 2 tours d'horloge, soit 24 heures ici dans la Sarthe. Le rythme, en tout cas, imprimé en ce début de course est pour le moins exigeant et très rapide, puisque l'on voit déjà que dans la longue ligne droite des Hunaudières entrecoupée des 2 chicanes, eh bien, le peloton s'étire de façon conséquente et là attaque tout de suite au freinage de Mulsanne, pardon, non, de la 2e chicane, autant pour moi. Eh bien, c'est Surtees qui se défait de Derek Bell. Surtees qui donc s'installe aux commandes. Il va boucler en tête ce premier tour
Et nous voici maintenant, de façon très brève, j'en profiterai peut-être plus tard, du poste de commande de la Honda NSX, dont on attend beaucoup en catégorie GT. Et voici donc la Courage de Porsche et la première Toyota qui a réussi à garder le contact avec le quatuor de tête. Et on voit juste un peu plus loin la seconde Toyota, la voici, qui suit tant bien que mal en cette fin de premier tour. Un premier tour parti à vitesse grand V. Et bien souvent, on a tendance à penser que ce n'est pas une course d'endurance, mais si, ces voitures sont là pour tourner et aller au bout des 24 heures. Alors que là, décidément, pas de chance pour les autres équipages. Regardez, on voit au ralenti, il y a eu une sortie de route sur la numéro 9. Et là, encore un malheureux pilote qui doit, dès la fin du premier tour sur la Deborah, eh bien, passer par les stands. Vous voyez, autant en tête de la course, on est parti très sereinement. Et regardez, les incidents s'enchaînent dans ce premier tour. Cette Ferrari F40 un petit peu en perdition, une Ferrari engagée par des pilotes scandinaves, et bien pour leur première participation à l'épreuve Mansell, malheureusement les débuts en course ne sont pas à la hauteur certainement des espérances de ces trois pilotes qui nous viennent du Nord. Alors voici la numéro 9 qui était tout à l'heure dans le bac à gravier, qui a pu s'extraire avec l'aide des commissaires, alors que pour la Deborah, visiblement, il y a un petit problème moteur. Et de nouveau, regardez, de nouveau sur cette Tomaso numéro 37, et bien de nouveau une sortie de piste. On va certainement revoir ce qui s'est passé. Oui, effectivement, un tête à queue à l'entrée de la seconde chicane de la ligne droite des Hunaudières. Et là, la de Tomaso qui arrive peut-être un petit peu trop vite, un petit peu trop d'optimisme en ce début de course de la part du pilote. Et regardez, ça a été extrêmement limite que la voiture ne revienne sur la piste, ce qui aurait provoqué éventuellement un carambolage un petit peu dommageable en ce début de course. Mais là, il va falloir un petit peu, à la façon des véhicules qui participent au Paris-Dakar, eh bien désensabler. Et bien, la voiture est de nouveau une figure, de nouveau un tête à queue, mais cette fois pour la voiture qui était dans le groupe de tête, la première des deux Toyota, avec Eddie Irvine, me semble-t-il, à son volant. Eddie Irvine qui, en cette année 94, a fait son entrée dans la grande cour de la Formule 1, alors qu'il y a visiblement des problèmes pour l'une des trois courages engagés, un problème sur le moteur. On a levé le capot et on inspecte un petit peu ce qui se passe sur la voiture, alors que de son côté, eh bien, la Courage numéro 2, elle, s'offre pour l'instant le tour le plus rapide. Ça y est, concernant la de Tomaso, on a fini par extraire la voiture du bac à gravier. Elle va pouvoir regagner son stand. Et en tête de la course, eh bien, on voit que les choses bougent un petit peu, puisque Derek Bell a perdu quelques longueurs. Encore une sortie de piste, décidément, en ce début de course. On voit ici la Venturi numéro 65. Et regardez, toujours en perdition, mais là ça glisse franchement des quatre roues. Le pilote tente de rétablir la situation, mais là malheureusement ça va taper dans le mur. Et regardez cette image assez extraordinaire, les commissaires qui se jettent derrière le mur de protection, et on les comprend. On espère surtout que pour eux il n'y a pas de dommages, et également pour la voiture qui est venue taper à la toute fin de la protection du muret faite par les piles de pneumatiques. Et visiblement, la voiture n'a pas trop souffert. Et puis, pour être tout à fait complet sur les Toyota, sachez également qu'en cette édition 94, eh bien, la voiture numéro 1 a le quatrième pilote d'inscrit sur sa carrosserie. Alors que là, on voit encore une sortie de route décidément nombreuse dans ce début de course. Il faut dire que la chaleur n'aide certainement pas les pilotes à trouver le grip conséquent. Il faut encore qu'il y ait
un petit peu de gomme déposée avant que l'adhérence soit optimum sur cette piste du Mans. Et donc pour en terminer avec Toyota, sachez que sur la numéro 1, eh bien, il y a 4 noms de pilotes stickés sur la voiture et le 4e n'est autre que Roland Ratzenberger qui était initialement prévu pour rouler sur cette voiture et qui, quelques semaines plus tôt, en 1994, je vous le rappelle, nous sommes en 1994 et bien sûr quelques semaines plus tôt, eh bien Roland Ratzenberger avait trouvé la mort durant les essais du Grand Prix de San-Marin. Le funeste Grand Prix de San-Marin qui bien évidemment avait aussi marqué les mémoires avec la disparition d'Ayrton Senna. Roland Ratzenberger, lui, s'était tué pendant les essais du samedi et Ayrton Senna le noir dimanche du 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola dans la courbe de Tamburello lorsqu'il avait perdu le contrôle de sa Williams. Revenons maintenant à la course, d'autant que en tête, eh bien, les choses commencent à évoluer puisque nous assistons au premier ravitaillement. Premier ravitaillement des voitures de tête avec ici la Courage C32 d'Henri Pescarolo, Alain Ferté et Franck Lagorce qui rentrent à son stand et c'est Henri Pescarolo qui va prendre le relais alors que chez Toyota, là encore, on se ravitaille, on change les pneus et l'essence et il y a un petit changement en cette année 94 puisque les mécaniciens n'ont pas le droit d'œuvrer sur la voiture tant que le ravitaillement n'est pas terminé. Donc d'abord on ravitaille en essence la voiture et ensuite seulement les mécaniciens peuvent intervenir sur les voitures, ce qui donc rallonge un petit peu les arrêts au stand et ce qui permet en tout cas au pilote qui va partir de s'installer en toute tranquillité. Et voilà donc la Toyota numéro 1 qui repart alors que malheureusement pour la Viper, la Dodge Viper numéro 41, il y a quelques soucis. Retour chez Porsche avec Yannick Dalmas qui s'installe au volant alors que Mauro Baldi vient de lui céder le cockpit. Yannick Dalmas qui a gagné en 93 et qui ici fait office de pilote leader sur cet équipage en compagnie de Mauro Baldi. Et on voit que du côté de chez Porsche, on ne traîne pas dans les stands puisque pour l'instant, eh bien, les écarts sont évidemment minimes en ce début de course en tête de l'épreuve. Et ces Porsche, eh bien, elles se sont un petit peu attirées les foudres des autres concurrents sur cette année 1994 puisque en exploitant une petite faille du règlement et en le détournant à leur avantage, même si ils sont restés dans les règles, eh bien les Porsche ont réussi à se faire engager en catégorie GT, alors qu'ici on voit le ravitaillement entre Stuck et Thierry Boutsen. Voilà, Stuck qui referme la porte et Thierry Boutsen qui s'installe au volant. Eh bien vous voyez, hop, le ravitaillement est terminé, les mécaniciens s'activent maintenant autour des roues. Eh bien, en cette année 1994, les Porsche ont attiré un petit peu les foudres des autres concurrents puisque en tirant parti d'une petite lacune du règlement, ils ont réussi à se faire engager en catégorie GT, ce qui leur permet eh bien, tout simplement d'obtenir une capacité en essence beaucoup plus importante que ses concurrents directs et notamment les Toyota, alors que l'on voit ici que les pilotes n'hésitent pas à mettre du gros gaz. Eh bien, cette astuce qui leur permet d'obtenir une capacité en carburant bien plus grande que sur les Toyota, et bien évidemment leur confère une possibilité de rouler plus longtemps et donc de s'arrêter moins souvent. Alors qu'au bout d'une heure de course, eh bien on voit que c'est la Porsche numéro 35 qui mène devant la Toyota. Et on voit que les 5 premières voitures sont toujours dans le même tour. Autant dire que cette édition 94 est pour le moins très serrée et très disputée en ce début d'épreuve. Donc les Porsche qui ravitaillent un peu moins souvent. Alors qu'ici on prépare le pilote qui va prendre le relais sur la Toyota numéro 4. On le prépare à
prendre place dans les meilleures conditions, car il fait très très chaud pour cette édition 1994. Eh bien, il faut aussi se préparer, car une fois que l'on est installé dans les habitacles, la température avoisine souvent les 60 degrés dans cet habitacle. Donc tout à l'heure on a vu sur la grille de départ Derek Bell dans le cockpit d'une Porsche barquette, une Porsche ouverte donc. Eh bien ce n'est pas forcément un désavantage en ce début de course, certes lorsqu'il pleut et que les conditions météo ne sont pas les plus favorables. Ce n'est pas toujours évident de conduire dans ces conditions, mais là dans les cockpits avec cette chaleur régnante sur la piste Mansell, eh bien il fait très très chaud et il ne faut surtout pas se laisser surprendre par la déshydratation ou la fatigue. Alors que l'on suit ici la Bugatti EB110 de Cudini et Larry et Jean-Christophe Bouillon. Une Bugatti sur laquelle eh bien, on fonde de gros espoirs. C'est Michel Hommel qui a engagé cette voiture et qui a reçu une aide tout à fait substantielle de Bugatti pour parvenir à ses fins sur cette épreuve du Mans. Alors que là, visiblement, il y a encore un problème pour cette fois une voiture qui est carrément rangée sur le bas-côté de la piste, à l'abord de la ligne droite des Hunaudières. Problème donc est visiblement conséquent puisque les commissaires n'ont pas hésité une seule seconde à ranger la voiture sur le bas-côté de la piste, alors que là on suit une belle passe d'armes entre la Porsche et la Toyota. Et nous voici donc, je vous le disais tout à l'heure, au volant de la Honda NSX dans la ligne droite des Hunaudières. Je vous laisse apprécier le spectacle. Vous voyez cette NSX engagée dans la catégorie GT qui va se faire doubler par la Toyota et vous voyez bien la différence de performance très nette. Il y a pratiquement 50 à 60 km/h alors que l'on retrouve le pilote Yvon qui est visiblement en train de discuter avec les membres de son équipe qui sont venus au chevet de cette voiture pour lui expliquer un petit peu ce qu'il était possible de faire. Ouh là là! Ça a été limite pour le passage de la chicane pour cette Honda NSX. Regardez, le pilote qui doit être Christophe Bouchu, pardon. Christophe Bouchu qui a failli percuter le concurrent qui se trouvait sur la trajectoire. Et regardez, vu de l'intérieur, on voit que Christophe Bouchu pensait avoir la place de passer à l'intérieur. Malheureusement, le pilote a refermé la porte. Et là, il s'en est fallu d'un rien pour qu'on assiste à un accrochage pour le moins conséquent. Mais Christophe Bouchu a su magistralement rétablir la situation et a pu reprendre la piste sans trop de problèmes. Mais là, visiblement, ça a été très chaud pour le pilote français. Alors qu'il y a, semble-t-il, un problème sur la Nissan numéro 76. On rentre celle-ci au garage et là premier souci pour l'armada Porsche sur la Porsche de Yannick Dalmas, Ehud et Baldi. Cette Porsche qui rentre au ralenti et qui est tout simplement en panne d'essence, et heureusement pour le pilote, ce problème est survenu juste à l'entrée des stands. Autant dire que si cette panne d'essence était survenue ne serait-ce que 200 mètres plus loin, eh bien cette Porsche numéro 36 aurait été contraint à l'abandon puisque le pilote aurait dû couvrir un tour supplémentaire et que physiquement, bien évidemment, il aurait été incapable de pousser cette voiture. On le voit sur cette image, il faut 4 mécaniciens pour ramener la Porsche jusqu'à son stand. Une Porsche en panne d'essence, visiblement on prend tous les risques stratégiques en ce début de course. Même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai signalé tout à l'heure, les Porsche bénéficient par une petite astuce d'un réservoir plus grand qui lui permet justement d'aller plus loin et de rouler plus longtemps sur cette piste par rapport au Toyota. Mais là, visiblement, on a pris un petit peu trop de risques
du côté de l'équipage de la Porsche numéro 36. Et c'est donc maintenant cette Porsche, celle de Sullivan, qui est en tête. Sullivan qui est à son volant. Et regardez l'écart, 1 minute 38 avec la Toyota. Lorsque cette Porsche numéro 35 ravitaille, rentre au stand pour ravitailler. Et c'est Thierry Boutsen qui est à son volant à cet instant de la course. Porsche numéro 35 qui ravitaille, et encore beaucoup de monde sur la ligne droite des stands. Donc Thierry Boutsen va descendre et va laisser le volant à Sullivan qui s'installe. Regardez, on voit que c'est maintenant les pilotes qui aident leurs coéquipiers à s'installer. Et voilà, oula, une petite fuite d'essence lorsque le mécanicien chargé du ravitaillement a retiré la seringue du réservoir de la Porsche. Et là, il faut tout de suite éponger. Heureusement, ça s'est passé sans trop de conséquences. On peut, dans ces cas-là, assister à un début d'incendie. Alors que du côté des mécaniciens, eh bien, vous voyez, on s'affaire de façon extrêmement rapide. Et il n'y a plus qu'un seul mécanicien par roue, un peu à l'image des courses aux États-Unis. Regardez, on va revoir l'action ralentie. La seringue a dû rester ouverte. Et là, beaucoup d'essence s'est échappée, mais heureusement sans trop de gravité et surtout sans gêne pour le pilote, car il n'y a rien de pire pour un pilote qui s'installe au volant d'une voiture que d'être aspergé d'essence. Heureusement, visiblement, il n'y a pas de souci, alors que l'on perd quand même beaucoup de temps. La voiture est redescendue et il y a eu quelques problèmes. On a voulu surtout faire repartir la voiture sans aucun risque que l'essence ne descende sur le moteur ou sur les échappements. On a vu quelques mécaniciens encore essuyer de façon tout à fait correcte la voiture. Et là, regardez, Evans qui est prêt à prendre le relais lui aussi, et qui avait sur son casque et sur son cou un système de protection des cervicales. Vous savez maintenant que l'année prochaine, en 2003 notamment, en Formule 1, eh bien, le système HANT sera obligatoire. Et là, regardez la Porsche numéro 35 qui visiblement a eu un problème, une crevaison, sans doute, puisqu'on a vu beaucoup de fumée s'échapper de l'arrière de la voiture. Et là, visiblement, pour Sullivan, eh bien, il y a un gros souci. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Et malheureusement, ça est un endroit qui est très pénalisant, puisque le pilote vient juste de passer l'entrée des stands. Donc il va devoir effectuer un tour complet. Regardez la fumée, on voit l'action au ralenti. Il y a, semble-t-il, un problème, roue avant bloquée. La voiture ne répond plus aux sollicitations du pilote. Et donc il tire tout droit, escalade un peu les vibreurs. Et là, lorsqu'il revient sur la piste, oui, voilà, on voit la roue arrière gauche qui est à plat. Et donc malheureusement pour Sullivan, au grand désespoir de Hans Stuck, qui est sur la voie des stands en train de se demander si ses espoirs de victoire ne vont pas lui échapper, eh bien regardez, le pilote doit effectuer un tour entier afin de regagner son stand, puisqu'il vient juste de dépasser la voie d'entrée des stands. Et donc malheureusement pour cette Porsche, eh bien il va falloir effectuer un tour complet. Et nul doute que l'équipage de cette Porsche numéro 35 va perdre énormément de temps. Le voilà qui revient. Et notre ami Sullivan, eh bien, aura effectué ce tour au ralenti en 11 minutes et 20 secondes. 11 minutes et 20 secondes pour une crevaison qui coûte très cher à cet équipage. On voit le pneu ici qui a complètement éclaté. Voilà, le tour accompli en 11 minutes 20 secondes et 68 centièmes. Ici, les centièmes sont quelque peu anecdotiques. Et c'est donc cette Toyota numéro 1 qui est en tête de la course à cet instant. Toyota numéro 1 qui file et qui profite de l'occasion, alors que du côté de Courage, eh bien, on continue à enfiler les records du tour comme si de rien n'était. Pourtant, regardez sur ces images, le trafic est plutôt conséquent, puisque je vous le rappelle, 48 voitures
était présente sur la grille de départ de cette 64e édition des 24 heures du Mans. On voit ici l'entrée de la Honda NSX au stand, alors qu'il y a de l'huile, semble-t-il, ou un changement d'adhérence signalé dans la voie des stands. On voit cette traînée qui est significative, alors qu'il y a, semble-t-il, un souci sur la Honda. La Honda qui est arrêtée. Problème de sélection, semble-t-il. Regardez, on voit le pilote qui est en train de revenir, si possible, au point mort. Malheureusement, il est situé à l'entrée des stands, donc il ne va pas falloir qu'il reste là trop longtemps. La voiture qui n'arrive pas à redémarrer et le pilote qui demande à être poussé, alors que dans le même temps, cette Porsche numéro 59, elle, est sortie de la piste et que les commissaires savent faire également pour la dégager. Mais image peu banale que cette Honda NSX bloquée. Regardez et écoutez surtout, on a énormément de mal du côté de Christophe Bouchu, me semble-t-il, pour redémarrer la NSX, alors que la Porsche, elle, s'est sortie du faux pas du virage Indianapolis. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution pour cette Honda que d'être ramenée à la poussette. Et c'est en fait Bertrand Gachot qui était au volant, et non pas Christophe Bouchu. On est en train de passer les consignes entre les pilotes, alors que de son côté, pas de souci pour la Toyota. Et voici le classement après 4 heures de course, soit à 20 heures. Encore 3 voitures dans le même tour et seulement 2 tours d'écart entre la voiture de tête, cette Toyota numéro 1, et la Porsche numéro 35 qui a connu bien des malheurs avec cette crevaison qui l'a retardé. Pour l'instant, un début de course très serré, puisque à 20 heures, seulement 2 tours séparent la première voiture de la 6e du classement provisoire. Et là, une entrée de chicane pour le moins mouvementée pour cette Venturi. Heureusement, le pilote a réussi à conserver la maîtrise de son véhicule, sous l'œil plutôt distrait de ses charmants étalons. Et les chevaux, justement, la Toyota n'en manque pas. Pas loin de 600 chevaux dans le moteur de la voiture japonaise, alors que doucement mais sûrement, la nuit est en train de s'installer sur le circuit du Mans, alors que là, dans les stands, il y a aussi quelques complications pour l'équipe technique de Derek Bell. On a vu cette petite figure pour le moins surprenante d'un mécanicien. Heureusement, plus de peur que de mal pour celui-ci qui a, semble-t-il, glissé sur peut-être une trace d'huile ou sur un quelconque câble ou tuyau qui traîne à proximité des stands, entre les tuyaux de ravitaillement d'essence et les raccords flexibles des pistolets pneumatiques pour démonter les roues. Il y a de quoi largement se prendre les pieds dans le tapis. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce mécanicien. Et vous voyez, la Toyota numéro 1, elle, est toujours à la fête, alors que la fête foraine, elle, bat son plein dans les tribunes et dans l'enceinte du circuit Bugatti, puisque pas loin de 200 000 personnes étaient présentes en cette année 1994, et que tout autour du circuit, pendant que la course bat son plein, les festivités ne manquent pas pour les nombreux spectateurs présents. On voit ici un nouveau ravitaillement entre Sullivan et Hans Stuck. Voilà, Sullivan qui est en train de brancher la radio qui équipe le casque du pilote pour pouvoir converser avec son team, alors que du côté de la Toyota, on s'installe tranquillement dans un rythme soutenu, mais toujours en tête de la course. Et là, cette fois, c'est fait après 23 heures, après 7 heures de course. C'est toujours la Toyota qui mène la danse, et cette fois, la nuit s'est emparée du circuit Bugatti dans son intégralité.
alors que Bertrand Ballas explique les petits problèmes de sélection dans la Viper à son coéquipier. Et tout au long de la nuit, eh bien, l'animation, évidemment, la plus importante se situe dans les stands. Et les ravitaillements se font au gré des tableaux de marche des différentes équipes. Vous avez vu certainement sur l'image précédente que les mécaniciens n'ont pas le droit d'intervenir donc avant que le ravitaillement soit terminé. Ici, c'est un changement de plaquette. Et on en profite par exemple pour préparer un petit peu la voiture pour l'intervention. On a vu tout à l'heure qu'un des mécaniciens aspergeait le pare-brise en avance pour pouvoir le nettoyer ensuite. Mais vous voyez ici sur une voiture, sur une GT qui n'a pas le changement de roue rapide, alors qu'il semble-t-il, il y a quelques petits soucis. On essaye de resserrer tout ça avec une clé dynamométrique, mais visiblement on a fait comprendre au second mécanicien qu'on n'avait pas forcément le temps. Et malheureusement, le temps, lui, va défiler à vitesse grand V pour cette Courage qui est rentrée dans les stands. Visiblement une intervention plus conséquente que sur la Corvette que l'on vient de voir repartir. Pierre-Henri Raffanel qui était à son volant à cet instant a semble-t-il un gros problème, et vu le peu d'agitation autour de cette voiture, malheureusement il semble certain que cette Courage, alors que l'on voit ici repasser la Bugatti, eh bien que cette Courage est tout simplement contrainte à l'abandon. Problème moteur pour cette Courage, et donc abandon pour la première des Courages engagées sur cette édition des 24 heures du Mans. Alors que de son côté, eh bien, la course en tête continue, et vous voyez que chez les leaders, eh bien, on a mis des petits points de repère comme ce petit spot jaune en haut du cockpit, un point de repère qui permet bien évidemment au panotage, puisque c'est le seul lien visuel sur la piste entre la voiture et son stand. Eh bien, si bien évidemment les ingénieurs peuvent converser par radio, alors qu'ici Thierry Boutsen prend des nouvelles quant à son prochain relais, tout se passe bien en tout cas chez Porsche, eh bien les points de repère sont un avantage sérieux pour les panoteurs pour passer les informations aux pilotes lorsqu'ils reviennent sur la voie des stands, sur la ligne droite des stands. Ici un changement au niveau de cette barquette à position centrale, et donc la nuit les stands sont le point de repère des nombreux fans, alors qu'il est temps pour Monsieur l'écureuil de regagner un coin bien plus sûr en ce début de matinée. Et cette nuit a toujours été sous l'emprise de la Toyota qui ne lâche absolument rien. Et la Bugatti, elle, vous avez pu voir, qui a été pointée en 10e position. Elle a été obligée durant les dernières heures de la nuit, eh bien, de repasser pour son stand pour un petit problème de turbo, ce qui lui a valu malgré tout quelques minutes d'arrêt à son stand, et elle a pu repartir. Et vous voyez que les spectateurs sont attentifs, radio en main, pour suivre les dernières informations au sortir de la nuit. Mais en tête, pas de changement. La Toyota numéro 1 fait très forte impression et semble avoir la main mise sur cette édition, sur cette 62e édition des 24 heures du Mans automobile, puisque après une courte passe d'armes en début de course, eh bien, elle est installée en tête depuis le milieu d'après-midi, alors qu'il y a un souci sur cette Venturi. Oula, le pilote, regardez, le pilote qui est rattaché à sa voiture, qui a oublié de désamorcer sa radio et qui est en train de sortir pour voir ce qui se passe sur sa voiture. Simplement, il y a un souci, alors que nous nous retrouvons une nouvelle fois au volant de la NSX, Bertrand Gachot et Christophe Bouchu. Que nous revenons sur une action ralentie sur la Toyota de tête, et regardez, il s'en est fallu d'un rien là aussi pour que un accrochage survienne. Regardez,
C'est limite eux-mêmes. Il y a eu une touchette entre cet attardé et la voiture de tête. Heureusement qu'il n'a pas prêté à conséquence, mais il s'en est fallu d'un rien pour que la voiture en tête de la course ne soit retardée. Et nous voici de nouveau dans la Honda NSX. Je vous laisse profiter du spectacle. Et nous nous retrouvons dans les stands avec la Bugatti, engagée par Michel Aubel, le patron de presse, qui malheureusement, je vous le disais, pendant la nuit, était monté jusqu'en 10e position et qui malheureusement a dû repasser par son stand suite à des problèmes de turbo. Et là encore, en ce début de matinée, grosse attaque et peut-être un peu trop généreuse pour le pilote de cette Porsche numéro 54 qui se termine par un petit tête à queue, heureusement sans trop de conséquences. Et les Dodge Viper, elles, eh bien, sont toujours là en catégorie GT. Elles le seront de plus en plus dans cette catégorie au fil des éditions suivantes. Mais pour l'instant, en cette année 1994, eh bien, c'est une entrée pour le moins remarquée. Et c'est tant mieux. Quant aux NSX qui courent dans cette même catégorie, eh bien, elles ont eu énormément de problèmes durant la nuit. Des problèmes de boîte de vitesse. Alors qu'ici, on suit Thierry Boutsen au volant de la Porsche numéro 35 qui avait été retardée par une crevaison. Et là, on suit une nouvelle action ralentie. C'est toujours la Toyota du leader qui visiblement a encore des problèmes avec les attardés. Regardez ici Eddie Irvine qui est au volant. Le pilote irlandais, lui, n'a pas de scrupules et fait carrément le ménage pour se frayer un chemin. Il faut dire qu'il n'a pas de temps à perdre. Maintenant, c'est pas tout à fait fair play. Quant aux pilotes rencontrés sur son chemin, et bien maintenant, ils sont prévenus. Il va falloir s'écarter. C'est vraiment limite comme attitude, mais bon, il y a normalement des commissaires avec des drapeaux bleus qui œuvrent tout au long de la piste et peut-être que l'attardé ou le retardataire, dirons-nous, au volant de sa Venturi, n'avait peut-être pas vu les drapeaux bleus. Et là, Eddie Irvine, lui, ne lui a pas fait de cadeau, c'est le moins que l'on puisse dire. Eddie Irvine que l'on voit ici continuer sa marche en avant. Alors que là, semble-t-il, il y a un petit souci. Non, c'est plutôt une belle passe d'armes entre ces deux voitures et l'on voit que l'on ne se fait aucun cadeau. Il faut dire qu'on approche doucement mais sûrement de l'arrivée en ce dimanche matin et que le plus dur reste à faire alors que l'on retrouve la Venturi numéro 30 qui avait quelques soucis sur le bord de la piste et finalement il a réussi à repartir, le pilote, félicité par un mécanicien et par un de ses coéquipiers. Visiblement on ne pensait pas que la voiture pourrait regagner son stand et de nouveau regardez sur la Porsche numéro 35, de nouveau un problème sur la voiture de Thierry Boutsen qui était alors en deuxième position et il y a visiblement encore là aussi un problème de crevaison. Il y a, regardez, un problème alors que l'on revoit l'action. Ah non, c'est carrément la suspension, le triangle de suspension arrière qui a dû casser. Vous avez vu sur cette image, lorsque la voiture a escaladé le vibreur, et bien instantanément la suspension arrière s'est affaissée et on le voit bien sur cette image, la roue qui est complètement de travers. Et regardez, Thierry Boutsen a le plus grand mal à conserver sa voiture sur la piste, qui plus est en gênant le moins possible les autres véhicules encore présents. Et là, Thierry Boutsen qui rentre au stand. Et il va falloir pour les mécaniciens œuvrer très rapidement. Décidément, il sera dit que cette Porsche numéro 35 n'aura
ne sera pas épargné par les malheurs. Et là, on se penche tout de suite au chevet de la voiture. On enlève le capot pour constater l'étendue des dégâts. Et là, Thierry Boutsen qui est en train d'expliquer la situation. Voilà, instantanément, on le comprend avec le signe de main lorsqu'il est passé sur le vibreur. Et on revoit l'action au ralenti. Regardez, hop, instantanément, lorsque la Porsche a escaladé le vibreur, eh bien, la suspension a tout simplement cédé. Et regardez, on est en train de s'affairer sur l'arrière de la voiture. Regardez les mécaniciens qui sont prêts à changer le support de roue sous l'œil désabusé du pilote belge, de l'ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen. Évidemment, c'est un arrêt qui coûte cher en cette matinée du dimanche pour cette Porsche qui était sur une des 3 marches du podium, sur la 2e marche à cet instant de la course, alors que l'on voit ici le pilote japonais au volant de la NSX qui n'hésite pas à rétrograder avec force et vigueur, puisque je vous le rappelle, durant la nuit, les NSX ont été victimes de problèmes mécaniques et notamment au niveau de la boîte de vitesse. Et l'on voit ici que son pilote n'hésite pas à forcer pour rétrograder. Regardez, c'est assez incroyable. Carrément en train de taper dans le levier de commande de boîte séquentielle. Alors que du côté de la Toyota numéro 4, eh bien, tout se passe pour le mieux lors de ce changement et ce ravitaillement. Et vous voyez quand même malgré tout la forme exiguë du cockpit de cette Toyota. Voilà, on est en train de sangler le pilote. Alors qu'ici, on retrouve la Porsche. Et le pilote qui est équipé d'un casque pour le moins assez surprenant, un casque jet, un peu à l'image des casques que l'on trouve dans le commerce pour les pilotes de moto ou tout du moins de scooter. Un casque pour le moins surprenant sur cette voiture, mais peut-être est-ce celui qui protège le mieux de la vie de son pilote, et c'est bien là le plus important, alors que l'on voit cette Porsche qui a allumé un seul de ses feux, peut-être un signe de reconnaissance ou un message à faire passer à son équipe. Mais voilà, on continue et regardez donc le classement. Toujours un classement très serré puisque pour les 3 premières voitures, seulement 4 tours séparent le leader et seulement 1 tour sépare la Toyota numéro 1 qui est en tête depuis maintenant pratiquement le début de la course et la Porsche numéro 36. 1 tour d'écart, c'est beaucoup et très peu à la fois. Beaucoup car le circuit du Mans est le plus long circuit automobile utilisé à l'heure actuelle puisqu'il fait un peu plus de 13 km. Et c'est à la fois très peu puisque un tour de circuit, on l'a vu aux essais, c'est environ 3 minutes 50 en course, on va dire 4 minutes d'avance. 4 minutes d'avance qui peuvent bien évidemment s'effondrer et s'écrouler d'un instant à l'autre en fonction d'un petit problème. On l'a vu tout à l'heure notamment avec Eddie Irvine qui par 2 fois a fait le ménage avec les attardés sur la piste Mansell, et si d'aventure le pilote irlandais ou un de ses coéquipiers avait un contact plus sérieux avec les autres concurrents sur la piste, eh bien cela pourrait se révéler désastreux pour l'équipe japonaise qui n'a donc qu'un seul tour d'avance à cet instant de la course. Nous sommes, je vous le rappelle, dans la matinée du dimanche. Eh bien un seul tour d'avance, c'est pour l'instant très serré sur cette 62e édition des 24 heures du Mans. On voit ici les commissaires de piste qui signalent l'arrivée du leader au retardataire, alors que nouveau ravitaillement pour la Toyota numéro 4 qui ravitaille de nouveau. Cette Toyota numéro 4 qui essaye de remonter dans le classement et mettre la pression sur les Porsche pour essayer de s'immiscer sur la 2e marche du podium.
afin d'offrir, pourquoi pas, à Toyota un doublé. On sait que l'année précédente, en 93, Peugeot avait réalisé l'exploit de mettre ces 3 voitures sur le podium. Mais là, chez Toyota, on se dit que peut-être un doublé serait possible. Et voici un nouveau ravitaillement. Par contre, il te faut mettre la deuxième dans les épingles et il y a le chicane. Voilà, un nouveau ravitaillement et on a entendu Philippe Gache qui passait les consignes à son coéquipier, notamment sur la marche à suivre au niveau des rétrogradages. Et donc, les consignes qui se passent de pilote à l'autre. Et voici par contre une Nissan qui semble-t-il a quelques soucis. Soucis sur cette Nissan qui semble avoir des petites remontées d'huile dans le turbo. Le commissaire qui était délégué à l'extincteur a immédiatement éteint cet incendie naissant. Et là, les mécaniciens ont compris qu'il s'agissait d'une avarie relativement sérieuse. Regardez ce retour de flamme. Peut-être de l'huile qui est passée dans le turbo. Et donc, c'est presque l'heure du barbecue en cette fin de matinée du dimanche. Mais malheureusement, pour cette Nissan, c'est une intervention au stand qui se profile. Allez, retour sur la voiture de tête qui aura fait forte impression sur ces 24 heures du Mans. Imperturbable leader depuis les premières heures de course. Après la passe d'armes des tout premiers tours, et bien cette Toyota fait un véritable cavalier seul, même si sa domination est exemplaire. Et bien l'écart pourtant avec la Porsche qui la suit, alors que visiblement il y a un problème. Regardez, elle est au ralenti cette Toyota. Elle vient se ranger à l'extrémité des stands. Il y a, semble-t-il, un problème alors qu'il ne reste pratiquement que 2 heures à couvrir. Le pilote s'extrait de la voiture. C'est la stupeur dans le stand de Toyota. On ne comprend pas trop du côté des ingénieurs japonais ce qui se passe, d'autant que le pilote semble vouloir sortir de sa voiture. Que se passe-t-il sur la voiture qui menait cette édition depuis, je vous l'ai dit il y a quelques instants, le début de la course? Regardez les ingénieurs japonais qui sont en plein doute. Le pilote qui va vers l'arrière de sa voiture et qui est en train d'essayer de bricoler. Regardez, il essaye de pousser pour essayer manuellement de remettre la voiture au point mort pour peut-être essayer de redémarrer. Peut-être un problème de sélection sur cette Toyota. On va voir si ça fonctionne, alors que le commissaire exige du pilote qu'il se réattache correctement, qu'il remette son harnais. On a vu un deuxième commissaire lui tendre son autre ceinture. Et là, regardez, évidemment, c'est le tournant de cette course, puisque la Porsche numéro 36 qui était deuxième est pour l'instant dans la ligne droite des Hunaudière. Elle se rapproche de cette Toyota et visiblement on est en train de passer les consignes pour dire qu'au prochain passage, eh bien, la Toyota va rentrer dans les stands et visiblement il va y avoir une petite séance de mécanique, alors que la Porsche numéro 36 de Yannick Dalmas, Heywood et Mauro Baldi est en train de ravitailler. C'est un instant crucial que nous vivons là, puisque Yannick Dalmas, qui est en train de s'extraire et qui laisse le volant à Mauro Baldi, eh bien, a peut-être la possibilité de prendre la tête de la course de cette 62e édition des 24 heures du Mans. Voilà qui est reparti pour la Porsche numéro 36, mais il va falloir attendre. La voici d'ailleurs, l'arrivée de la Toyota dans les stands. On est en train de ravitailler. On ouvre le cockpit pour que le pilote s'extrait. Et le gear linkage est broken. C'est ce qu'explique le pilote qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que la tige de sélection de la boîte de vitesse est cassée. Il faut la changer. Et immédiatement, les mécaniciens japonais se sont portés à l'arrière de la Toyota. Et l'on voit dans la fenêtre la Porsche qui est en train de revenir doucement mais sûrement sur la ligne d'arrivée. Regardez, elle n'est plus qu'à quelques virages de la ligne d'arrivée. Autant dire que voilà, c'est fait. Alors que la Toyota est toujours arrêtée au stand, et bien la Porsche prend la
le commandement, pardon, de cette édition des 24 heures du Mans. Regardez, c'est l'agitation dans le stand. On est en train de réparer cette sélection qui a cassé, la tige de sélection de la boîte de vitesse de la Toyota qui a cassé. Et regardez maintenant, voici la nouvelle voiture en tête de la course de cette édition 1994 des 24 heures du Mans. Et bien évidemment, chez Porsche, on commence un petit peu à y croire et à être malgré tout tendu, car on a vu que sur cette autre Porsche, la numéro 35, les problèmes n'avaient pas manqué. Donc qui sait ce qui peut se produire alors qu'il reste quand même un peu plus de 2 heures de course à cet instant. Mais quel rebondissement, alors que la Toyota qui repart maintenant, qui repart à l'instant, qui a réparé son problème de sélection de boîte de vitesse. Et quelle désillusion pour toute l'équipe japonaise, alors que rien ne semblait perturber cette marche en avant, cette marche triomphale de la Toyota numéro 1 qui, je vous le rappelle, était en tête depuis le début de la course. Eh bien, grosse désillusion, alors que chez Porsche, eh bien maintenant on est en train, vous l'avez vu, de discuter sérieusement de la tactique à appliquer en cette fin de course, alors qu'évidemment chez Toyota on fait grise mine. Yannick Dalmas, lui, se dit que eh bien peut-être la chance va lui sourire et qu'il va pouvoir peut-être inscrire son nom pour la 2e fois au palmarès de cette épreuve. Et regardez, il n'y a qu'un tour, mais voilà, 2 tours d'écart, 1 tour entre les 2 Porsche et 2 tours pour la Toyota qui était en tête jusqu'alors. Donc 2 Porsche aux 2 premières places. Voilà qui est un petit peu plus facile à maîtriser. Et regardez ici la Porsche numéro 36, me semble-t-il, qui est à ce moment-là en tête de la course, ne fait aucun problème à la Toyota numéro 1. Elle se laisse dédoubler. Voilà, c'est fait. La Toyota qui entre en tête à la chicane Dunlop, mais qui à cet instant de la course compte encore un tour, pratiquement 2 tours, puisqu'elle vient juste de se dédoubler, de retard sur la Porsche qui est en tête de cette épreuve des 24 heures du Mans. Et derrière, eh bien, l'autre Porsche, la numéro 36, celle qui n'a pas été épargnée par les incidents de course. On a vu une crevaison, on a vu une rupture de suspension, qui peut-être est la conséquence de cette crevaison qui était apparue un petit peu plus tôt. Et là, regardez la Bugatti EB110 qui a, semble-t-il, un problème. Et regardez, oulala, c'est très chaud entre la Bugatti d'Éric Hellary et Christophe Bouchu qui passe sous le nez de la Dodge Viper. Et là, la Bugatti qui visiblement vient taper le rail de façon très conséquente. Tout l'avant est détruit de la voiture. Il y a, semble-t-il, eu un problème encore, là une fois, à l'arrière de la voiture. Peut-être un pneu crevé ou une crevaison lente, voire un éclatement du pneu qui, sous la contrainte de la ligne droite des Hunaudières, eh bien, a explosé et qui a instantanément envoyé la Bugatti EB110 pardon, dans le rail. Ravitaillement ici pour la Porsche numéro 36, qui est donc en tête de cette édition des 24 heures du Mans. Yannick Dalmas s'apprête à prendre le volant, alors que juste derrière la Porsche, eh bien, c'est la Toyota numéro 1 qui quitte son stand après avoir de nouveau ravitaillé. Malheureusement pour la voiture japonaise, il va falloir cravacher dur en cette fin de course pour espérer remonter. Alors remonter à la régulière, ça paraît difficile. En revanche, soutenir un rythme très vif, eh bien, ça peut peut-être mener les concurrents à la faute, les concurrents qui sont devant cette Toyota à la faute, et notamment, pourquoi pas, cette Porsche numéro 36 qui est en tête à un petit peu moins maintenant d'1 heure de l'arrivée. La Porsche en tête qui a fait confiance cette fois à Yannick Dalmas pour assurer le dernier relais. Et regardez, position 3, moins 4 secondes de retard entre la Toyota d'Eddie Irvine et la Porsche numéro 36 de Thierry Boutsen. Autant dire que le final va être très disputé entre ces deux voitures. Et regardez, alors que les concurrents sont au ralenti pour attendre la fin de la course, eh bien, c'est un véritable Grand Prix
auquel nous assistons entre ces deux voitures. C'est la deuxième place qui se joue entre Thierry Boutsen et Eddie Irvine. Et visiblement, Eddie Irvine a trouvé l'ouverture dans l'avant-dernier tour. Il est passé devant la Porsche numéro 35 alors qu'il ne reste plus qu'un tour à couvrir et que l'on suit ici bien évidemment la voiture de tête sur laquelle va s'abaisser le drapeau à damier de cette 62e édition des 24 heures du Mans. La Porsche numéro 36 avec Yannick Dalmas à son volant va franchir dans quelques instants le drapeau à damier en voiture victorieuse. Voilà, c'est fait et maintenant il va falloir regarder ce qui se passe derrière entre la seconde Porsche et la Toyota numéro 1. Regardez, c'est toujours le coude à coude sur les derniers mètres de course, mais là visiblement le trafic va permettre à la Toyota de conserver son bien. La Porsche, non, malheureusement doit jeter l'éponge et quelque part ce n'est que justice que cette Toyota conserve ou tout du moins réussisse à se hisser à la deuxième place après la démonstration qu'elle avait faite durant toute la course, puisqu'elle n'a dû céder la victoire qu'à moins de 2 heures de l'arrivée. Bien évidemment, chez Porsche, on est pour le moins satisfait de cette victoire. Yannick Dalmas qui s'offre un deuxième succès ô combien difficile à accepter pour Eddie Irvine et ses coéquipiers. Eddie Irvine qui était au centre des 3 hommes en bleu, qui ont dû malheureusement laisser filer cette victoire à moins de 2 heures de l'arrivée après avoir réalisé une superbe performance sur ce circuit du Mans. Voilà donc du côté de chez Porsche une satisfaction pratiquement totale, même si l'équipage de Thierry Boutsen que l'on voit ici tenir le trophée a dû laisser échapper la deuxième marche du podium dans l'avant-dernier tour. Voilà ce qui a fait la course et les grands moments de cette 62e édition des 24 heures du Mans qui s'est déroulée le 18 et le 19 juin 1994. Voilà, nous refermons une nouvelle page de cette grande saga et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur AB Moteur pour suivre un nouvel épisode de cette épreuve mythique que sont les 24 heures automobiles. Merci, au revoir et à très bientôt sur AB Moteur.